tous, bienvenue dans ce live. Nous allons vivre ensemble le départ de la Transat Paprec, 17e édition de cette transatlantique qui relie Concarneau à Saint-Barthélemy et qui a toujours eu la grande particularité de se courir en double sur des bateaux tous identiques, on les voit à l'image. Ça s'appelle la monotypie, il s'agit ici des Figaro 3 avec leur foil. Les conditions vont être idéales pour les 19 duos qui participent à la course. Le départ, c'est dans quelques minutes. Il doit être donné à 13h02, dans moins de 6 minutes donc désormais. Et à mes côtés, un navigateur aguerri de la classe Figaro. Bonjour Romain Athanasio. Bonjour Adélaïde, bonjour tout le monde. 10 saisons en Figaro, 5 transats en double. À l'époque, c'était la Transat AG2R. Ça vous rappelle des souvenirs là, de voir ces images et de voir donc à quelques minutes ce départ en baie de Port-la-Forêt. Ah, c'est une magnifique course, hein. J'ai fait mes premières transats et en plus l'arrivée à Saint-Barth. L'arrivée à Saint-Barth, on va vers le soleil. Exactement, c'est la récompense. C'est ça qui est chouette. Ouais. Alors, on va le rappeler, Romain, le parcours de cette transat n'a pas beaucoup changé, mais c'est important donc de le mentionner. On part de Concarneau, on l'a dit, on va vers le soleil, une distance de 3890 000 nautiques. Voilà, on le voit ce parcours ici à l'image. Vous pouvez nous en dire quelques mots, donc avec un passage, une bouée fictive aux Canaries? Ouais, d'abord la traversée du golfe de Gascogne, hein, qui est jamais facile, avec du vent d'ouest, un front à passer. C'est toujours un peu technique, même si cette fois-ci il n'y a pas de gros coups de vent annoncés, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Ensuite, le passage du Cap Finistère, le DST, vous savez, c'est la zone de séparation du trafic dans laquelle on n'a pas le droit de passer. C'est vraiment à la pointe du Cap Finistère pour éviter que les cargos passent trop près de la côte. Nous, on n'a pas le droit d'y aller. Et puis ensuite, l'Alizé portugais le long du Portugal, Gibraltar, et oui, une bouée au nord de La Palma, dans les Canaries, qui permet une bouée virtuelle. Alors, c'est pas une vraie bouée. Hein. C'est ça, on vient pas poser une bouée là-bas. C'est un point GPS qu'il faut passer, qui évite comme ça d'avoir le dévent des îles qui est très fort, de rester bloqué sous les îles. Et puis ensuite, la traversée de l'Atlantique dans les alizés qui ont l'air établis. Ça devrait être pas mal, hein. On va en parler tout à l'heure, donc avec notamment le directeur de course, des conditions météo qui s'annoncent plutôt très très favorables et qui vont peut-être même permettre de battre le record de la course, qui date de 2 éditions, de 18 jours, on en parlera tout à l'heure. Et puis on va pouvoir retrouver également en baie de Port-la-Forêt Gwenaël Bron qui est embarqué à bord d'une vedette à proximité de la ligne de départ. Comment ça se passe sur le Gwenaël ? Oui, bonjour Adélaïde. Et effectivement, on sent qu'on rentre dans le vif du sujet. Là, tous les bateaux se dirigent tranquillement vers la ligne de départ. Il y a encore quelques minutes à peine, là, je regardais quelques-uns, je voyais Cindy Brun sur Cap Saint-Barth faire une dernière petite photo. Je me disais que ça devait être le dernier moment de tranquillité avant de rentrer vraiment dans l'action. Mais là, à l'heure où je vous parle, effectivement, on sent toutes les voiles sont sans doute déjà préparées pour ce départ, les stratégies adoptées, et ils vont se diriger tranquillement, je l'espère, vers la ligne. Et puis vous parliez des conditions de vent, on a même le soleil qui n'est pas très loin, donc ça promet d'être normalement un départ dans des conditions optimales. Conditions optimales, hein, vous l'avez dit, Gwenaël, et ça se voit, Romain, sur ces images. Il y a du vent, ouais. Elle a les cheveux dans le vent, Gwenaël. On voit qu'il y a du vent. Un peu d'air donc pour partir, et ils vont commencer par établir dans un premier temps un parcours côtier. Ouais, qui est pas simple, hein. Il faut donc prendre la ligne de départ, vous savez, hein, il y a un bateau comité et une bouée virtuelle encore une fois. Alors, la ligne n'est pas matérialisée sur l'eau. Il faut franchir au top sans dépasser cette ligne, mais en étant lancé. Et puis ensuite, le vent est de nord, donc une remontée face au vent en tirant des bords dans la baie de la Forêt pour arriver jusqu'à une bouée qui est devant le port de Port-la-Forêt. Donc ça, c'est au près. Il y a des cailloux un peu de chaque côté, donc il n'y a pas beaucoup de place. Le vent il a l'air bien établi, hein, une vingtaine de nœuds presque. Et après ils redescendent au portant. Donc ça commence fort, je pense qu'ils vont c'est tout ce qui est
Moi, j'ai des souvenirs de ça où on est déjà transpirant une demi-heure après le départ. On a déjà bien chaud dans le ciré, donc il vaut mieux prévoir l'équipement adapté à la situation météo. 2 minutes 20 du top départ. On ne l'a pas dit encore, mais 19 duos donc pour cette 17e édition de la Transat Paprec. Et puis on peut aussi le signaler que dans ce parcours côtier, ce qui est chouette quand on est à cet endroit-là, c'est que les spectateurs, qu'ils soient en mer ou à terre, vont pouvoir profiter vraiment de ce départ parce que les bateaux vont longer les remparts de la ville close. Ça permet vraiment d'avoir le spectacle. Là, ils vont être au ras de la côte. C'est vrai qu'après redescendre de Port-la-Forêt, là ils vont re-rentrer dans la baie de Concarneau, au ras des digues, au ras du public. Ça va être super beau. Pour eux, ça va être très technique parce qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de place et beaucoup de cailloux pour ceux qui connaissent l'endroit. Et après, enfin, ils pourront aller vers le large. Mais là, le départ, on voit que c'est chaud. Puis il y a les bateaux, on voit derrière, vous voyez les gros bateaux à passagers. Ça, c'est souvent les sponsors qui sont là, qui viennent encourager leurs propres bateaux. Donc, faut pas que ça mette trop le bazar. Non, il y a des zones réglementées. Donc, quand on est plaisancier, on n'a pas le droit d'aller sur la zone de course, évidemment. 1 minute 15 avant ce top départ pour une transatlantique, à savoir qu'ils partent environ pour 18 à 20 jours pour les premiers. 18 jours, c'est ce qu'on se disait. Après, bien sûr, c'est le routage. Après, tout peut arriver. Mais oui, c'est à peu près le temps qu'ils ont prévu, je pense, en nourriture. En nourriture et puis ça va aller vite donc de ce que l'on peut imaginer avec ces conditions. Romain, là dans leur tête, qu'est-ce qui se passe là? On est concentré, on est focus. C'est à 40 secondes là. Ouais, je pense qu'ils ont bien mal dormi, mais ça y est là enfin. Les matinées sont toujours très dures avant le départ, mais ça y est là, ils ont repéré leur ligne, ils ont la bonne voile, ils ont fait des bords pour se régler, donc ils ont simulé un peu des bords bâbord, des bords tribord, et puis ça y est là maintenant faut se placer. Là c'est là qu'on a le cœur qui bat le plus vite là. Ouais, et puis il faut pas se louper parce que faut vraiment bien calculer pour pouvoir être sur la ligne au bon moment et pas griller le départ. On va écouter ce départ, donc c'est maintenant dans 13 secondes. C'est parti. Et voilà, le top départ qui a été lancé, qui est donné. C'est un bon départ, visiblement. Il n'y a pas eu de bateaux qui ont volé, ce qu'on appelle voler le départ. Donc quand il y a trop de bateaux qui volent le départ, on fait un rappel général. Et quand il n'y en a que quelques-uns, ils ont une pénalité. Donc, mais là, c'est bon. Souvent, c'est un peu tendu. Là, on écoute à la VHF pour dire est-ce que je suis bien parti, est-ce que j'ai pas volé le départ? Parce que effectivement, c'est difficile parfois quand on est sur l'eau justement, comme on l'a dit, cette ligne de départ est virtuelle, de se rendre compte si on n'a pas volé le départ. Ouais, alors on a l'ordinateur maintenant, dans notre logiciel de navigation, il y a une option de départ où on rentre les deux bouées, le bateau comité et la bouée, et on a la distance à la ligne, le temps à ce qu'on appelle à brûler avant le départ en fonction de la vitesse où on va, si on est ce qu'on appelle sur la ley line, c'est-à-dire s'il ne faut pas virer de bord pour franchir la ligne. Bref, on a toutes ces infos-là qui aident beaucoup. Alors, on voit ici à l'image donc les différents Figaro qui sont donc aux avant-postes pour ce départ. On aperçoit notamment les deux. Enfin, on voit ici Région Bretagne CMB. Donc il y a deux bateaux qui sont engagés sur la course Région Bretagne CMB. Espoir et Océane. Espoir, c'est avec Victor Lepape. Donc c'est la sélection Espoir qui a lieu donc avec au centre d'entraînement de Port-la-Forêt, et puis également le CMB Océane, Lola Billy, Corentin Oro, que vous connaissez bien, Romain Athanasio. Ouais, et puis qui connaissent la baie parfaitement parce que c'est le terrain de jeu du centre d'entraînement de Port-la-Forêt, cette baie, donc on la connaît par cœur depuis des années. Chaque bouée sert d'entraînement, donc ils connaissent. Ils sont à la maison, ils ont cet avantage-là. On va pouvoir retrouver Gwenaël Bron qui est donc toujours avec Maxime Lahouppe pour nous commenter ce départ. Ça y est, c'est parti. Je vous confirme, on est toujours là et on vient de vivre avec vous. Ce départ magnifique. Je suppose que vous les voyez bien la dernière mois, donc pas de faux départ. Ce qui est tout un art de prendre le départ, bien l'anticiper sans le griller. Donc on est content, c'est parti pour tirer des bords là jusqu'à la première bouée de Cap Cause. Et comme je crois le Romain le disait, ce qui est super, c'est que tous les spectateurs qui sont là sur la côte Cap Cause, au Cabello, ils vont pouvoir profiter puisque là pendant 1 heure, les marins vont tirer des bords et puis tout à l'heure sans doute passer sous spi dans la baie. Une baie qu'ils connaissent tous mais qui est quand même
un endroit assez compliqué et il faut faire très attention, voilà. C'est vrai, hein, on l'a dit, beaucoup d'entre eux connaissent cette baie parfaitement puisque de nombreux figaristes s'entraînent ici. Il n'empêche, Romain, que la pression elle n'est pas la même entre quand on le fait à l'entraînement et puis quand on est pour de vrai sur un départ de course. Et ouais, et puis on a mal dormi, hein, forcément, je pense que chaque veille de départ on dort pas bien. Alors il paraît que tous les records du monde ont été battus après Nuit Blanche, donc c'est pareil pendant tous les sports. Mais là, c'est encore plus le cas. Le bateau est chargé en plus. On a passé souvent, je dis on, hein, parce que je parle aussi pour moi quand je le fais, mais on a souvent passé 10 jours à pas naviguer parce qu'on est sur le village, on est sollicité par les partenaires. Il y a toutes sortes de choses à faire sauf de la navigation. Donc c'est vrai qu'on est souvent un peu moins amariné que le reste du temps. Donc tout ça est un peu compliqué. Puis avec la pression du départ, forcément, on peut faire des bêtises. Donc il faut vraiment rester concentré. Et là, on le disait, il y a des pièges, il y en a beaucoup. Des pièges, il y en a un certain nombre. Alors parmi les spectateurs qui étaient présents ce matin au moment des départs des pontons, une certaine Violette d'Orange qui est venue saluer un certain nombre de ses copains qui sont donc au départ de cette Transat Paprec puisque Violette a participé aux 2 précédentes éditions. Violette d'Orange, je ne la présente plus, elle était à vos côtés sur le Vendée Globe. Et on va l'écouter, ça lui rappelle des souvenirs forcément le départ de la Transat Paprec, une course qu'elle apprécie particulièrement. On écoute Violette d'Orange. C'est des bateaux qui sont super et puis c'est une course en monotypie donc c'est très exigeant, il faut être tout le temps à la barre, tout le temps sur les réglages pendant toute la traversée. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur les 2 transats que j'ai faites. C'est une bonne école pour l'IMOCA derrière? Ah bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas se retrouver après en IMOCA. Il y en a beaucoup qui effectivement suivent ce parcours. Romain, ça a été votre cas en l'occurrence. Ah ouais, alors c'est dur de dire l'école parce que c'est tellement élevé le niveau en Figaro que c'est pas une succursale de l'IMOCA. Mais non, on y apprend tout en fait. On y apprend à pas dormir surtout parce que je parle de la solitaire du Figaro notamment. On dort par tranche de quelques secondes des fois. Vous savez les 1 ou 2 secondes où on pique du nez là, ouais. Bah, c'est comme ça qu'on arrive à la fin de la journée à avoir peut-être 15-20 minutes de sommeil. Donc voilà comment on dort, c'est vraiment on pousse le curseur au maximum. Je me rappelle que chaque arrivée d'étape, on a un assistant, un préparateur qui vient nous chercher, qui nous sort du bateau, on n'est même pas capable de retourner à l'hôtel par nos propres moyens. Donc et puis c'est la monotypie comme disait Violette, si on veut changer une poulie, il faut remettre la même et elle est bien sûr contrôlée par un jaugeur. Tout est absolument identique et les arrivées se font des fois à quelques secondes. Tout ça pour dire que c'est d'une exigence incroyable et quand on est bon figariste, c'est sûr qu'on est bon marin. C'est ça qui est aussi enthousiasmant dans cette course, on l'a dit, la monotypie. Donc tous les bateaux sont identiques, il y a des règles de classe quand même très 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 strictes. Ça renforce d'autant plus le côté compétition. Oui, on carrément. Est tous à armes égales. On est à armes égales, c'est la règle absolue du Figaro Beneteau. Le 3 comme le 2 comme le 1, ça a toujours été la philosophie de la course. C'est des petits bateaux, entre guillemets, par rapport aux IMOCA, bien sûr, ils font moitié moins de longueur. Mais ils sont très exigeants, vous avez vu, hein, on n'est pas très protégé. Je peux vous dire que là, quand on voit le routage météo, les premières 24 heures de course vont être très humides. Alors à l'image, on voit Faune, donc Adrien Simon et Chloé Lebars. Chloé Lebars, ça c'est un nom qui vous parle un peu? Ouais, carrément. Elle était skipper CMB, et elle est espoir, et elle navigue très très bien. Donc c'est un bon équipage. Elle a participé à la précédente Transat Paprec. Elle avait fini 6e, Chloé Lebars. Elle était avec Hugo Dallène. Romain, en ce qui vous concerne, c'était du Figaro 2. Figaro 2. Hein, ouais. C'était un peu plus confort, il me semble. Carrément. Que le Figaro 3. Expliquez-nous pour qu'on comprenne bien la différence entre le Figaro 2 et le Figaro 3. Maintenant, ils sont sur un Figaro, donc monotypie. Ça, on a expliqué ce que c'était. Avec des foils, ça nous parle aussi. Figaro 2. Pourquoi c'était plus confort le Figaro 2? Il n'y avait pas de foil, alors là c'est des petits foils, hein. Les bateaux ne décollent pas comme les IMOCA, mais ils vont quand même bien plus vite, ils sont plus bas sur l'eau, ils ont une casquette, la casquette c'est le roof, là, la partie cabine en fait, qui est beaucoup moins protégée que ce qu'on avait, et c'est vrai que quand on voit, ils sont plus toilés, et quand on voit les images aujourd'hui, on se dit oh là là, c'est bien plus engagé que ce que ça l'était pour nous, ça l'était quand même, hein, parce que dans les alizés, l'alizé est souvent fort, notamment la nuit, et on passe des heures à la barre. En fait, ce qui est étonnant sur ces bateaux et notamment sur la Transat, c'est qu'on barre énormément. On se rejoint toutes les 2 heures. On change de rôle. Donc, finalement, c'est du double,
mais c'est presque du solitaire à deux, puisque quand il y en a un qui est dehors à la veille pour peut-être 2 heures, nous c'est ce qu'on faisait, l'autre se repose. Donc, finalement on se relaie beaucoup, et notamment la nuit. On se croise pas tant que ça. On se croise pas tant que ça, alors si quand même le jour et tout, mais c'est vrai que la nuit on se croise moins. Et moi je me rappelle de prendre mon quart, de sortir du bateau et de voir mon coéquipier qui a les yeux exorbités à la barre en me disant « Oh là là, c'est chaud !» Là, on se réveille, on a les yeux encore fermés et on se dit « Bon, allez, faut y aller. C'est à moi pendant 2 heures. » Alors, on l'a dit, 19 duos donc pour cette 17e Transat Paprec, avec un plateau très très relevé. À ce sujet-là, on va pouvoir écouter Sophie Faguet, donc co-skipper avec Jules Dusselier de Région Normandie. On écoute Sophie. Le plateau est très relevé, on a quasiment doublé le nombre de bateaux depuis la dernière édition en 2023, donc c'est hyper chouette de voir que déjà il y a de l'engouement autour de cette course qui est obligatoirement en double mixte et oui, il y a quand même un niveau assez relevé. On connaît une dizaine de bateaux puisqu'on s'entraîne tous ensemble à Port-la-Forêt, donc maintenant il va falloir surveiller ceux qu'on n'a pas vu s'entraîner durant l'hiver. Et oui, il va falloir surveiller ceux que l'on n'a pas vus s'entraîner durant l'hiver, car c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des équipages, on se le disait, Romain, avant le démarrage de ce live, beaucoup de jeunes, parfois, alors c'est pas des inconnus qui tombent de nulle part, mais tous n'ont pas encore eu l'occasion de vraiment être confrontés les uns contre les autres. Donc c'est ce qu'explique Sophie, ça va faire forcément un peu de surprise. Oui, c'est rigolo. Du coup, c'est vrai qu'il y a moins de femmes qui naviguent, donc il faut peut-être que certaines viennent d'autres horizons de la voile, comme tu disais. Alors oui, elles n'ont pas d'expérience, moins d'expérience, ou certains garçons moins d'expérience sur les transats, mais par contre ils viennent de l'olympisme et tout, donc ils sont techniquement très très forts. Et c'est vrai que moi quand je regarde là le plateau, il y a, je sais pas, sur les 19, alors je voudrais pas manquer de respect à certains, mais ouais, il y en a quand même peut-être, je sais pas, entre 10 et 15 qui peuvent gagner, quoi. C'est assez incroyable, Ouais, ça va être... Ça laisse beaucoup de jeux, beaucoup de possibilités. Carrément, ouais. Beaucoup de femmes qui viennent de la voile légère, de l'olympisme, et qui ont fait des résultats assez incroyables en match racing, notamment. Je pense à Pauline Courtois. Également des femmes qui ont pu se distinguer sur l'America's Cup féminine. Voilà, c'est aussi aujourd'hui des profils qui n'osaient pas avant aller vers la course au large et qui aujourd'hui se disent bah oui, on va tenter d'y aller, grâce quelque part à avoir imposé cette règle de mixité. Ouais, je sais pas trop. Il y a moins de femmes qui naviguent, c'est vrai, donc il y en a moins sur l'eau et on voit que ça change beaucoup. Elles deviennent très très fortes d'ailleurs. Je pense à Justine sur le Vendée Globe qui a fait une course incroyable. Justine Métro, ouais, bien sûr. Donc non, elles viennent de tout horizon et souvent c'est bien. On dit, moi je me rappelle, c'est Christian Lepape qui disait ça, le patron du centre d'entraînement de Port-la-Forêt, qui disait c'est plus facile de faire un grand marin de course au large de quelqu'un qui vient de l'olympisme, parce qu'il a déjà les bases techniques. Ensuite, il faut qu'il apprenne à être un coureur au large. Alors, je vous parle justement de voile légère, voile olympique. Ici à l'image, on voit le plus jeune duo de cette Transat Paprec, Pierre Paolo Déhan et Tiffaine Rideau, banque alimentaire. Voilà, ils osent. Pour le coup, Pierre Paolo, il a à peine 20 ans, et Tiffaine, que vous avez eu l'occasion, je crois, Romain, de rencontrer. Elle est venue naviguer sur mon bateau. Voilà, ouais. Donc 19 ans, ça va être leur première traversée de l'Atlantique. Ils n'ont jamais passé plus de 4 jours à bord d'un bateau. Ça, c'est toujours étonnant quand on entend ce genre d'informations. Ouais, il faut bien se lancer un moment, et c'est vrai que là, ils se partent pour 18 jours, ça va ça va être une sacrée expérience pour eux. Une transat, c'est jamais anodin, même on le dit nous-mêmes, même si on fait des tours du monde, quand on part pour une transat, c'est pas rien de partir pour une transat. Il se passe plein de choses, plein d'imprévus. On est très loin de tout, même si on est sur l'Atlantique, on a l'impression que c'est tout près, mais ça ne l'est pas du tout. Et partir 18 jours en mer, c'est effectivement une sacrée expérience. 18 jours, et puis on est quand même un peu à deux dans 3 mètres carrés. Ah, faut bien s'entendre. Ça, c'est la base du truc. Faut bien s'entendre, parce qu'effectivement, non seulement c'est un espace clos, mais en plus tout petit, et puis en plus avec la tension de la course, voilà, quand on est fatigué, qu'on n'a pas dormi et qu'il y a quelque chose qui se passe mal, une manœuvre ratée ou une mauvaise option, on peut vite devenir désagréable, et là ça prend des proportions souvent énormes, et donc ça tout le monde le sait, et il faut on apprend à prendre sur soi quand on fait du double. Pour choisir, en l'occurrence, Romain, vous me disiez aujourd'hui, moi, quand j'ai à choisir un coéquipier pour une transat en double ou une course en double, c'est sûr que ça sera le choix numéro 1, la personne, avant de m'engager sur une course, parce que c'est pas des bons souvenirs quand ça se passe mal. Ah, j'ai une très mauvaise expérience. Je vous demanderai pas le nom, mais non, voilà, bien sûr, je ne dirai pas, mais j'ai une très mauvaise expérience. En 2001, ma première course, j'avais pris un marin un peu plus expérimenté que moi, parce que j'apprenais tout.
ça a été un enfer et je me suis toujours dit depuis, voilà, la règle, bien sûr il faut être performant, bien sûr il faut quelqu'un de performant, d'ailleurs s'il ne l'est pas, on s'entend pas, mais il faut que ce soit quelqu'un avec qui on s'entend bien et après j'ai toujours pris soin, j'ai même rajouté dans mes contrats de sponsoring que c'est le sponsor à qui je propose, il faut qu'il soit d'accord, mais c'est toujours moi qui décide avec qui je pars. On peut pas me l'imposer. Ah ouais, sinon c'est trop dur. Parce que ça peut vraiment être très très tendu. Ah, il y a des histoires pas possibles sur la mini transat. Je sais pas si on a le temps, mais on a le temps. Sur la mini transat, vous savez, il y a des bateaux accompagnateurs. Et un jour, il y a un bateau qui déclenche sa balise en disant mon coéquipier est blessé. Donc le bateau accompagnateur vient, récupère le gars. Et en fait, il avait eu 5 coups de couteau. Et en fait, l'ambiance était partie tellement en vrille qu'il s'était battu à la fin, oui. Alors, on va souhaiter à nos 19 duos de figaristes de pas en arriver là. Voilà, on y pense tous à cette histoire, on se la raconte tous en disant, voilà, il faut plus que ça arrive. Il faut plus que ça arrive. Très bien. Alors, donc, ça se poursuit. Et puis, on voit ici Victor Le Pape, Estelle Grec, donc, à l'image, c'est, je le disais tout à l'heure, le duo Région Bretagne, CMB Espoir. Victor Le Pape, donc, qui a aussi son frère, Martin Le Pape, qui est engagé dans la course. La famille Le Pape, on ne la présente plus, donc les enfants de Christian Le Pape. Un duo à suivre. Eh oui, et puis ils sont routés par Charlie, qui est le beau-frère aussi, donc c'est aussi une affaire de famille. L'affaire de famille. Oui, et puis c'était les enfants de Christian, voilà, qui étaient, moi, Christian, j'en parlais beaucoup de respect, parce que c'était le directeur du centre d'entraînement de Port-la-Forêt, dans lequel j'ai passé 23 ans. Donc c'est un grand monsieur de la course au large. Et donc Martin et Victor sont très forts, parce qu'ils naviguent en Figaro depuis longtemps, et ils font partie des favoris. Je connais pas bien leurs coéquipières. Ouais, mais je les connais de nom, en fait, j'ai jamais navigué avec eux. Mais en tout cas, ils sont dans les favoris. Voilà, Mathilde, elle est très forte en olympisme, elle a fait les Jeux Olympiques, hein, donc une grande navigatrice. Moi, en course au large, comme on disait tout à l'heure, qu'elle découvre, mais alors elle a un tel bagage technique. Ils s'approchent tranquillement, donc ils vont aller virer la bouée de Cap Cause, et puis on l'a dit, donc toujours dans cette baie de Port-la-Forêt. Alors je vous propose d'écouter Lola Billy, donc qui est l'une des 7 femmes qui portent l'un des projets donc de ces 19 duos. Lola Billy, elle est avec Corentin Henrault. Elle nous évoque ce matin, Lola, la pression qu'il peut y avoir, même si elle connaît très très bien ce plan d'eau, la pression qu'il peut y avoir une fois qu'on se retrouve en course. On s'entraîne ici au Pôle France course au large depuis 2-3 mois avec Coco. Donc on a vu un petit peu toutes les conditions. Les coachs ils nous enseignent les effets de site et on a déjà fait le prologue en entraînement. Mais avec la pression du départ et 20 bateaux autour, ça va pas être la même. Donc il va falloir bien rester concentré même si on s'entraîne ici. Coco, on aura compris, donc Corentin Henrault, vainqueur de la solitaire du Figaro. Elle a la pêche, Oui, elle a la pêche, Lola. Et puis alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils se sont connus, rencontrés il y a à peine 3-4 mois. Enfin, ça fait pas très très longtemps qu'ils naviguent ensemble. Mais en tout cas, ils sont très très enthousiastes. On les a vus donc lors de la présentation des skippers à Concarneau, vraiment avec le sourire à la banane. Et puis Corentin, il est content d'y retourner, voilà, même s'il a un programme chargé. Et puis elle part avec le vainqueur de la solitaire quand même. C'est pas rien. Corentin, c'est le taulier. Mais c'est pas rien. Ça vous parle rien. En tout cas cette notion de pression entre ce qu'on fait à l'entraînement et puis une fois qu'on est pour de vrai dans la course. Ah ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, moi je trouve qu'à chaque fois le meilleur moment c'est une demi-heure après le part. Alors là ce sera je pense dans 2 heures quand ils auront fini tout ce petit parcours et qu'ils feront route vers le large et qu'ils pourront se poser en disant ça y est, et maintenant on part faire une traversée de l'Atlantique. Mais c'est vrai que le moment du départ il est tellement intense et puis là il y en a un qui est à la barre, l'autre qui est sur les réglages, on les voit là, un qui est sous le vent en train et sur les réglages de voile et à surveiller le plan d'eau parce que 19 bateaux dans un si petit espace, non seulement il ne faut pas taper un caillou, mais il ne faut pas percuter un autre concurrent. Donc la pression est maximale. Il faut avoir l'œil partout. On voyait il y a de ça quelques instants l'équipage Alexis Thomas et Pauline Courtois. Pauline Courtois, j'en parlais tout à l'heure, qui vient elle aussi du match racing. Wing of the Ocean, voilà, on l'a dit, c'est toutes ces femmes qui... Est-ce qu'il y a une grosse différence entre, évidemment, la voile légère, l'olympisme et la course au large? C'est deux mondes complètement différents, Romain. Même si on apprend, on a la technique de base, etc., mais on est dans des histoires totalement différentes. Oui, il y en a, c'est de la régate, donc c'est la régate entre 3 bouées, comme on dit, donc c'est très technique, il faut... analyser chaque petite bascule de vent. Il faut bien se placer sur la ligne de départ. Là, on dit que le départ, c'est 60% de la course.
Ensuite, il faut voir analyser le ciel. Finalement, notre boulot, que ce soit en course au large ou sur des petits parcours de régate, c'est de regarder le ciel et d'essayer de voir comment ça va évoluer et du coup d'anticiper et de se placer par rapport à ces bascules de vent. Donc, sur ceux qui ont fait des Jeux Olympiques en régate, comme ça, ils sont très forts parce que chaque nuage, ils essayent de voir. Là, le vent va un peu bouger quand il y a un nuage qui passe, les effets de côte dont on parlait tout à l'heure, et d'essayer d'anticiper tout ça. Donc, c'est vraiment très pointu. C'est effectivement une autre discipline. Moi, je suis pas fort du tout là-dedans. Je suis plus un marin hauturier. Mais par contre, ceux qui ont appris ça, c'est vrai qu'après, quand ils arrivent pour faire de la course au large, ils ont déjà ça. Et c'est désormais Davy Baudard et Julie Simon. Davy Baudard qui avait réussi à se faire remarquer sur une étape de la solitaire du Figaro il y a de ça quelques années, en 2022 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Davy Baudard, connu aussi depuis longtemps dans le monde de la course au large. Oui, il est connu en tant que navigateur et puis aussi en tant qu'entrepreneur parce qu'il a une société, un chantier naval à Hennebont. Qui s'appelle Nautimor et qui fait plein de choses. Et c'est lui qui a peint mon bateau, par exemple, enfin ses équipes. Et donc il connaît toutes les facettes du métier. C'est un très bon navigateur, mais c'est aussi un très bon technicien. Et je peux vous dire que quand on est au large et qu'on casse quelque chose sur le bateau, ça aide. Ça aide beaucoup. C'est ça qui est étonnant, c'est que finalement, tout à l'heure quand je discutais avec vous des différents participants, on parlait du Godelen qui donc a fait l'électronique à bord de plusieurs bateaux. Enfin, finalement vous êtes concurrents sur l'eau et puis il y a aussi les coups de main à terre. Enfin, il y a le boulot, il y a tout ça qui fonctionne. Ouais, c'est propre à notre sport et c'est super. Genre, on me pose souvent la question quand je vais en intervention dans les entreprises. Je me rappelle moi d'une interview d'un patineur, je crois que c'était Brian Joubert, qui disait qu'il buvait pas une bouteille d'eau qui n'était pas cachetée sur une compétition. Vous vous rendez compte un peu, nous les bateaux ils sont sur le ponton, tout le monde peut monter à bord et heureusement qu'il y ait une bonne ambiance et puis tout ça part quand même de la règle fondamentale en course au large, c'est que quand il y a un marin qui est en difficulté, ceux qui peuvent l'aider, ils vont. La course s'arrête. La solidarité. Et on va l'aider. Donc ça, je pense que ça forge l'état d'esprit. Un état d'esprit. Bien sûr. Et ça, c'est toujours vérifié. Toujours. Il n'y a jamais eu de. Bien sûr. C'est ça qui est beau dans ce sport. C'est la base. Ultime. Effectivement. Alors, je vous propose, Romain, on va retrouver Gwenaël Bron, qui normalement doit se trouver à proximité de la première bouée qui va être virée, donc près de Cap Cause. Si je me mets là, ça va. Oui, Adélaïde, je suis dans... Oui, pas de problème. On est effectivement, c'est génial. On est en train de passer ils sont en train de passer la première bouée. Et c'est le bateau DMG Maury de Laure Gallet et Kevin Bloch qui le passe en premier devant le bateau Saint-Barth. Et c'est vrai, c'est un moment qu'on vit en direct. C'est super. C'est la deuxième bouée là que DMG Maury s'apprête à passer. Et on devrait avoir le spectacle du speed d'ici très peu de temps. Je vous laisse profiter avec moi. Ah ouais, là, et alors en troisième position, parce que c'est pas toujours évident de voir le nom des bateaux, j'ai pas encore le nom du troisième, mais vous voyez donc DMG Maury qui passe la seconde bouée, les premiers sur Cap Cause. Une manœuvre un peu chaude qui se prépare là. On voit ça. Merci beaucoup. Voilà, Humain en action en troisième, effectivement. C'est toujours étonnant ce passage. Il faut imaginer que les spectateurs qui sont à terre voient de très très près ces bateaux. C'est ça qui est chouette. Et vous avez vu comme ils sont serrés là, il n'y avait vraiment pas quelques mètres entre chaque bateau. C'est serré. Donc là, il faut en préparer sa manœuvre, envoyer le SPI qui n'est pas une manœuvre simple, c'est beaucoup de choses à faire. Et pendant que le barreur lui essaye de se positionner au mieux et d'avoir l'œil partout pendant que l'autre est en train de tourner les manivelles, enfin les winches et puis de hisser le SPI. Voilà, là on a le cœur qui est à fond, là, 180. Là. Gwenaël Bron nous en a parlé, le duo DMG Maury Academy. Donc, on en voit un qui part au ce qu'on appelle partir au tas. Donc il y a une rafale de vent qui l'a couché. Région Normandie, il me semble. Ouais, donc il se met face au vent. D'ailleurs, l'autre a dû se pousser un petit peu. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont à gérer. Et puis c'est pas dans ces moments-là qu'il faut évidemment faire de la casse. Ah non, ça c'est le pire. La rentrer au port là maintenant pour préparer quelque chose. Là, c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Ça c'est pas nous. Alors, Gwenaël Bron, je ne sais pas si vous nous entendez toujours, et puis vous allez pouvoir nous décrire justement ce qui se passe. Oui, on entend, effectivement. Oui, effectivement, on a eu un petit peu peur là pour Région Normandie qui
qui au niveau de la seconde bouée nous a fait peur en gitant pas mal. On avait peur qu'il aille au tas, mais là ça semble aller. Et puis nous, bateaux suiveurs, on a intérêt à faire extrêmement attention aussi pour naturellement ne pas les gêner. Vous voyez que pour certains, là, ils sont quand même bien serrés déjà les uns les autres. Et il y a pas mal de moyens nautiques sur l'eau. Donc voilà, c'est toujours des moments où la vigilance est de mise avant tout. Oui, tout le monde, les bateaux accompagnateurs se placent au niveau de la Beauvent, parce que c'est là où il y a une chouette manœuvre, et puis ils sont regroupés. Et souvent, ils sont très proches, donc il y a tout un service de sécurité de l'organisation qui repousse les bateaux pour pas qu'ils soient sur le parcours des concurrents. Parce que vous avez vu, il faut contourner la bouée, mais vu que des fois ils arrivent à plusieurs de front, ça prend beaucoup plus de place, parce il y a des règles de priorité, il faut laisser passer l'un, donc se décaler, et des fois ça déborde un peu proche, comme on vient de le voir, des bateaux qui sont spectateurs. Ça s'est déjà vu, Romain, évidemment, que voilà, quelques minutes à peine après un départ, on se retrouve avec des nœuds dans le spi, enfin avec quelque chose de pas très chouette pour partir traverser l'Atlantique. Parce que voilà, on a une manœuvre qui est pas toujours forcément gérée comme on l'aurait voulu, parce qu'on est gêné d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça peut arriver. Alors les premiers sont quand même les manœuvres, elles sont tellement calées. Enfin, d'ailleurs c'est très beau à regarder parce que c'est hyper fluide. On voit. Je vous interromps parce que je tiens à faire remarquer que le bateau de Saint-Barth, quand même, j'ai discuté avec eux. Regardez ce spi incroyable, donc qui représente un Indien qui est originaire de Saint-Barth. C'est un très 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 beau bateau. La première fois qu'on a une navigatrice originaire de Saint-Barth qui participe, c'est Cindy Brun, qui est accompagnée du skipper Thomas André. Voilà, je faisais cette petite coupure, je vous ai interrompu. Ouais, c'est une femme, parce que je me rappelle de Miguel. Il est vraiment très très beau, leur spi, le design, le graphisme du bateau est magnifique avec cet Indien originaire de Saint-Barth. Donc voilà, je vous ai interrompu, je vous laisse reprendre. Pas de problème. Je me rappelle moi de Miguel Danet qui était un Saint-Barth aussi, qui a fait plusieurs éditions avec Éric Perron à l'époque. Ouais. Donc il y a toujours un ressortissant de l'île. Je pense qu'il doit y avoir une bonne ambiance à bord. Ah, j'imagine, ouais. ça c'est sûr. Alors, vous parliez justement, Romain, de parfois ces moments où il faut pas se louper sur le départ. Francis Le Goff, directeur de course, a bien ça en tête. C'est ce qu'il expliquait encore ce matin et hier, à quel point il faut rester concentré au moment du départ, parce que c'est pas dans ces moments-là, même si évidemment l'idée c'est d'être plutôt bien placé, mais prudence pour la suite. On va essayer d'écouter Francis Le Goff, directeur de course de la Transat Paprec. Même si on a envie d'être en tête, même si on a envie de montrer les couleurs, il faut quand même rester sage sur ce parcours côtier pour être certain de ne pas faire une petite bricole technique qui imposerait alors au bateau de revenir à quai pour changer une pièce ou quelque chose comme ça. C'est toujours gênant, ça sape le moral. Rien n'est perdu pour autant, mais ça, c'est pas terrible. Et puis, il y a d'autres endroits comme ça où on gagne pas une course, mais on peut la perdre. Le passage des Canaries, notamment, et de la Palma, où il y a une accélération très souvent, les 2 dernières éditions avec du vent très très fort. Et si on prend pas suffisamment à temps un riz dans la grand voile, quelquefois, ou en tous les cas, utiliser le petit spi avant de rentrer dans cette zone de forte turbulence, on peut dire, eh bien, il arrive qu'il y ait des sacrées sorties de route. Alors là, c'est pareil, ceux qui vont passer sans difficulté vont pas forcément gagner. Par contre, ceux qui pourraient se faire prendre dans cette situation météo pourraient perdre lourd. Là pas déchirer une voile. Ça vous parle? Et puis ces choix qui vont devoir se faire au moment des Canaries, c'est vraiment un point stratégique, Romain? Ouais, tout est assez stratégique. Là, il y aura quand même une traversée du golfe de Gascogne. Alors ça risque d'aller assez vite. Il y aura le passage du front cette nuit. Mais oui, les Canaries, il faut pas se trouver piégé soit dans une trop forte accélération du vent entre les îles, soit dans le dévent sous une île. Le dévent, vous savez, il peut aller jusqu'à 200 000 au large. C'est assez incroyable. C'est presque 400 km. On se rend pas compte des fois, mais les îles, on les voit pas depuis bien longtemps, et le vent est très changeant, et c'est le dévent des îles. Et puis surtout, il faut pas déchirer une voile, notamment ce spi, parce qu'après l'Alizé, c'est du portant toute la traversée de l'Atlantique. C'est toujours cette fameuse option, est-ce que je prends la route la plus courte, la route nord, mais on va pas forcément avoir les alizés de la même façon, ou est-ce qu'on descend au sud prendre les alizés? Comment on fait ce choix, surtout quand on est en duo? C'est le skipper principal qui reste maître? Non, on discute. On échange, on discute. Même si on est à 2 et qu'il y a un skipper, c'est-à-dire le skipper officiel du bateau, il y a 2 skippers quand on fait une transat en deux, où il n'y a pas un chef en fait. Alors oui, si à un moment il arrive une situation où il faut trancher une situation
incroyable. Peut-être que c'est le skipper qui prendra la décision ultime, mais sinon on discute de tout et on prend les décisions toujours à deux. Et ce qui est bien, parce que ce qui permet de, souvent quand on discute, qu'on argumente, peut-être des fois on se rend compte qu'on dit une bêtise, et ça permet de faire des meilleurs choix. C'est justement ce que me disaient Pier Paolo et Tiffaine, donc le plus jeune duo qu'on voit ici à l'image. On fait en sorte d'échanger un maximum, et puis on va essayer d'être en cohésion pendant toute cette transat en double, même si, je le rappelle, c'est une première traversée de l'Atlantique pour ce duo. Si on prend une mauvaise décision tout seul et qu'elle est pas, je vous raconte pas après l'ambiance à bord, donc ça c'est pas bon non plus. Vaut mieux se mettre d'accord quand même. Vaut mieux se mettre d'accord. Souvent il y a le choix de la route nord est souvent moins, il y a moins de succès pour la route la plus courte. Ça dépend vraiment. Ça dépend de la configuration météo. S'il n'y a pas d'alizé, que des dépressions un peu basses, qu'on peut passer par le nord au portant et qu'il n'y a pas d'alizé dans le sud, des fois c'est la route nord qui s'impose, mais c'est quand même effectivement rare, et puis elle est quand même beaucoup moins confortable. Ça peut être avec du vent de face, c'est plus froid, c'est quand même moins sympa que la route des alizés qui est au soleil et au portant. Mais bon, des fois c'est comme ça. Là, l'alizé est quand même bien établi. Pier Paolo Dean et Tiffaine Rideau que l'on voit donc toujours à l'image. À noter aussi sur cette 17e édition de la Transat Paprec la présence de plusieurs équipages étrangers. Et ça aussi c'est une nouveauté, Romain. Oui, la voile s'internationalise toujours. On le sait, traditionnellement, la France est plutôt sur l'équipage réduit, en double ou en solitaire, et puis les pays anglo-saxons sur l'équipage, mais on voit que ça change depuis longtemps, depuis Hélène MacArthur qui était venue faire le Vendée Globe en 2000. Et puis c'est devenu maintenant plein de gens qui viennent de partout. Il y a même un équipage japonais. Alors c'est le sponsor qui est japonais. Pas sur la Transat Paprec. Voilà, c'est le sponsor qui est japonais puisque c'est Kojiro qui fait le Vendée Globe. Mais il y a beaucoup d'anglais. Il y a plein de nationalités. Et ça c'est super parce que on est un peu souvent dans notre culture qu'on connaît par cœur, et d'avoir des gens différents, ça apporte beaucoup. Et on voit ici donc le duo de Région Espoir, donc Victor Le Pape, on en a parlé tout à l'heure. Ils sont donc sur le bord au portant, là ça y est, c'est parti. Ils vont s'approcher tranquillement de la ville close. N'est-ce pas, Romain? Ouais, carrément. On est dans le noir. Il y a, c'était chouette. On voit c'était magnifique les empannages, la sous-spi avec ces grands spi qui changent de bord sans faire ce qu'on appelle une cocotte, c'est-à-dire que le spi s'enroule sur lui-même. Le terme de la cocotte. La cocotte, la fameuse cocotte qu'on fait tous attention, qui est dramatique parce qu'après c'est un enfer pour remettre tout ça droit. Donc c'est vraiment joli, et on en parlait tout à l'heure. C'est presque, ils savent tellement, ils le font tellement à l'entraînement que c'est très beau à regarder. Concarneau, c'est vraiment ce qui est chouette dans le départ de cette course, c'est qu'il y a possibilité justement d'être au premier, de vraiment voir passer les bateaux très très près. Et ça, pour les partenaires, on n'ira jamais assez. C'est important aussi, évidemment, d'être visible. Ah oui, bien sûr, d'être visible à la télé, comme là, parce que c'est comme ça qu'on trouve des partenaires. Vous savez, nous, à la fin de chaque année, on fait ce qu'on appelle un bilan d'équivalence média, c'est-à-dire typiquement, ce bateau qu'on voit à la télé, on demande à la chaîne combien ça aurait coûté d'acheter ce temps d'antenne, et puis on le dit aux partenaires, on aurait dû payer tant pour l'avoir, et puis on additionne tous les chiffres à la fin de l'année, on leur montre et on leur dit, vous voyez, ça a rapporté plus que ça ne vous a coûté, donc c'est intéressant. Donc effectivement, c'est important pour nous, c'est comme ça qu'on finance les courses. Ça, c'est un travail, une endurance incroyable, Romain, vous-même, vous le savez, vous êtes quelque part à la fois navigateur, mais aussi entrepreneur, et en ce qui concerne vos projets, il faut justement tout le temps être dans la gestion et la recherche de ces financements, ça s'empare pas. On dit la première victoire, c'est d'être au départ, et être au départ, c'est difficile parce qu'il faut un bateau, il faut pouvoir le financer, il faut des sponsors, il faut monter une équipe. Donc oui, finalement, c'est presque le plus dur du travail. On rigole souvent quand on part en mer en disant ça y est, je pars en vacances, parce qu'on laisse tous les ennuis derrière et on part enfin faire du bateau, et à plus petite échelle évidemment en Figaro, mais parce que les budgets sont plus petits qu'en IMOCA, mais c'est aussi le cas. Et puis voilà, on voyait tout à l'heure les vedettes des sponsors. Donc les sponsors emmènent leurs clients, leurs salariés
pour voir le départ, ça fait partie des événements qu'on fait autour du bateau. Alors, je vous le rappelle, cette course part donc de Concarneau et historiquement, elle arrive toujours à Saint-Barthélemy. Évidemment, Saint-Barthélemy qui suit de près ce départ là aussi. Et puis, ils sont quelques-uns à être venus assister au départ, quelques journalistes notamment, et je crois que Gwenaëlle Bron, vous avez à vos côtés justement une journaliste de Saint-Barthélemy qui est en train d'assister elle aussi sur l'eau au départ. Gwenaëlle qu'on devrait entendre. Et vous avez le sourire à Alban depuis tout à l'heure puisque ils ont pris un bon départ, on va dire, hein, vos chouchous. Oui, on dirait qu'ils sont en tête, donc c'est assez agréable à voir. En plus, on a un super beau bateau, Cap Saint-Barth, avec le Pélican et l'Arawa qui sont des emblèmes de Saint-Barth, donc c'est un beau spectacle. Vous les suivez depuis plusieurs mois, là, vous les sentez comment sur cette Transat Paprec? Ils ont l'air super motivés, super concentrés. Pour Cindy, qui est une fille de Lille, c'est un rêve depuis toute petite. Et avec Thomas André, son coéquipier qui est breton, ça fait un beau duo qui a l'air de super bien fonctionner, donc c'est de bon augure. Bon, bah, c'est ce qu'on leur souhaite jusqu'à Saint-Barth, hein, un peu plus de 3800 000, 7000 km, donc il y a encore un petit peu de chemin, mais là on profite aujourd'hui, Alban. Hein. Oui, on regarde tout ça avec plaisir et on sait qu'ils seront super bien accueillis à Saint-Barth. Et pas que, sans doute. Oui, tout le monde sera bien accueilli. On sait bien accueillir à Saint-Barth. Voilà, Adélaïde. Vous en savez quelque chose, Romain? Tout le monde est bien accueilli à Saint-Barth. J'allais dire, je confirme, ouais. L'arrivée est dingue. L'arrivée dans la baie de Gustavia, là, c'est incroyable. Elle nous l'a rappelé, donc effectivement l'emblème du Pélican et l'Arawa. Je ne trouvais plus le nom tout à l'heure, donc c'est indien. Et puis c'est la première fois qu'une locale, en tout cas une navigatrice originaire de Saint-Barth, Cindy Brun, donc peut participer à la course. C'est marrant parce que effectivement ça a été mentionné à l'instant. Cindy, elle est monitrice de voile. C'était pour elle un rêve d'enfant. Elle a vu toutes les transats AG2R et puis Paprec arriver, donc de pouvoir se retrouver sur ce départ, c'est une véritable victoire. On lui souhaite évidemment le meilleur. Et puis elle est accompagnée de Thomas André qui s'est illustré notamment sur la mini transat dernièrement. Il était arrivé 5e, Thomas André qui a aussi la particularité de très très bien parler le breton. Ah oui. Et il le fait très régulièrement. Donc ça va être un duo multilingue, polyglotte sur ce Figaro Cap Saint-Barth. Alors ça continue, Romain. On voit donc que tranquillement les Figaro vont se rapprocher de Concarneau. On le disait tout à l'heure, hein, quand on parlait vous de ce qui est à venir pour vous, Romain. En tout cas, la Transat Café l'Or. Ah oui, c'est avec Fortinet Best Western, c'est notre prochain objectif. Là, le bateau est en chantier à Poste Vendée, hein, donc on a quand même beaucoup de travail. On démonte chaque pièce, on check tout. On a des petites choses à réparer. On a par exemple découvert que les foils étaient un petit peu abîmés, donc il faut réparer tout ça. Et puis on remet à l'eau mi-mai pour ensuite. On parlait tout à l'heure de ce qu'il faut, tous les événements qu'on fait avec les partenaires. Il faut notamment les emmener naviguer sur le bateau et c'est ce qu'on va faire en juin, juillet. Et puis après il y aura le défi Azimut. Vous vous rappelez, c'est celui où j'ai dématé l'année dernière quand même. On va pas trop s'en souvenir, hein, c'est quelque chose à oublier. Donc je vais y aller humblement et puis après la Transat Café l'Or, voilà, tous les 2 ans. En double, où là aussi il y aura un coéquipier ou coéquipière à choisir, enfin co-skipper. Exactement. Voilà. C'est encore en discussion, donc je peux pas vous dire qui c'est parce que c'est on est encore en train d'en parler, mais oui, mais on le dira dans pas longtemps. Mais en tout cas, ça sera du double. Regardez ces magnifiques images. C'est vrai que dès qu'on voit hein, les Figaro portant avec les spies et toutes les couleurs, donc sur ce magnifique plan d'eau, ça fait limite des frissons. On a presque envie d'y être, Romain. Ouais, c'est beau. Puis c'est un ciel un peu hivernal. Alors il fait pas très très beau, mais justement ça rend encore, je trouve que c'est magnifique. Et puis c'est pas simple parce que c'est un vent de nord là, donc un vent de terre hein, qui est très perturbé par la terre, par les maisons, les arbres, tout ce qu'il y a sur la côte, qui fait beaucoup basculer le vent. Donc et puis en direction et en force. Donc c'est pas très simple. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure quand Normandie est partie au tas, c'était parce qu'il y a eu une survente, hein, tout simplement. Laure Gallet, Kevin Bloch, que l'on voit ici à l'image, Kevin Bloch et Laure Gallet, Laure Gallet a choisi son entraîneur. Hein, elle a fait simple, mais sans doute efficace pour l'accompagner sur cette transat. Ça, c'est un duo qui pourrait très très bien marcher. Hein.
Oui, carrément, eux aussi font partie des favoris, bien sûr. C'est eux qui ont viré tout à l'heure en premier la bouée à Cap Cause. Est-ce que vous pensez, Romain, que ce serait possible qu'un jour vous retourniez sur du Figaro 3, sur le circuit Figaro? Oh non, c'est trop dur. Oh, c'est trop difficile. Je suis trop vieux maintenant. Non, mais c'est tellement. En fait, je pense que là, quand on revient du Vendée Globe, on voit, on est tous cassés, on a tous une fatigue qui est vraiment très profonde. Mais sur le Figaro, bien sûr que c'est moins ancré à l'intérieur du corps, mais par contre, on va dans les extrêmes, quoi. Et ça, c'est difficile. Et puis, encore une fois, les bateaux sont tous les mêmes, ça se joue à rien. Enfin, c'est tellement difficile. Je sais pas si j'ai. Ça me paraît tellement. C'est des souvenirs incroyables, hein, mais c'est tellement difficile. Je sais pas si je serais encore assez fort pour aller faire ça. On dit que la solitaire du Figaro, en l'occurrence, ça nécessite une endurance et que c'est une des épreuves les plus difficiles qui existent. Ouais. Ça représente tout en fait, c'est-à-dire du petit placement à quelques secondes près par rapport aux autres. De la technique de réglage de voile, encore une fois au millimètre, parce que chaque dixième de nœud fait la différence. Et puis c'est aussi de la course au large, et puis c'est des étapes où on dort pas, donc tout ça est mélangé et on fait la course qui est. Alors le Vendée Globe, c'est très dur parce qu'on est sur une longue distance et autour durée. Du monde, dans des contrées où personne ne va. Et par contre, on repousse ses limites incroyablement sur la solitaire du Figaro. Et donc on aperçoit donc toujours ces Figaro 3 qui s'approchent donc de la suite du parcours et qui vont donc à un moment donné forcément s'élancer ensuite vers le large. Ouais, là ils sont au portant, donc ils vont vers la bouée qui va être à l'entrée du chenal de Concarneau. Donc là, ils vont affaler les spies. Donc là, ils font des empannages, comme on peut voir. Ouais, expliquez-nous pourquoi justement on les voit se croiser de cette façon-là. On peut pas, en fait, avant, à l'époque, on faisait ce qu'on appelait brasser carré, c'est-à-dire qu'on descendait plein vent arrière avec un grand spi bien rond, et puis on était poussé par le vent. Aujourd'hui, les bateaux, ils accélèrent tellement avec le vent apparent qu'il vaut mieux serrer plus le vent, faire beaucoup plus de distance en tirant des bords comme ils le font, plutôt que d'aller tout droit vers la ligne d'arrivée. Mais par contre, ils accélèrent tellement que c'est gagnant. Mais ça fait beaucoup plus de distance, beaucoup de croisements et beaucoup d'empannage, comme Kim est en train de le faire à l'instant. Là, on les voit humain en action, on voit qu'il est en train d'empanner. On parlait de la cocotte tout à l'heure. Vous voyez, regardez ce que c'est que la fameuse cocotte qu'il faut pas faire sous spi. C'est quand le spi s'enroule comme ça autour de l'été. Donc là, si ça se défait pas, il faut réempanner tout de suite et les tours qui sont faits dans un sens se refont dans l'autre. Ouais, là on la voit bien, cette fameuse cocotte. Et là, ça c'est pas bon. Donc là, il faut à mon avis qu'il réempanne, mais bon, ils vont peut-être le faire tout à l'heure. Humain en action donc avec Anaël Patouche et Hugo Cardon. Anaël qui est originaire de la Suisse, ça fait partie, je le disais tout à l'heure, de pas mal de marins étrangers pour cette Paprec 3 et puis c'est bon, ils sont sauvés. Voilà, pour Anaël et Hugo, c'est reparti un des équipages aussi les plus jeunes. Oui, ils ont un petit peu moins d'expérience peut-être que certains, et ce genre de petites erreurs, ça pardonne pas. La cocotte, là, ça se fait en un clin d'œil et on l'a tous fait. J'en rigole souvent moi, parce que j'en ai fait une belle une fois, que tout le monde a vu d'ailleurs. Et puis en plus, faut imaginer que dès qu'on est comme ça dans une baie, les vents sont assez changeants très rapidement. Oui, puis là c'est la manœuvre d'affalage, donc ils sont arrivés peut-être un peu trop au vent arrière, obligé de faire un empannage de très court pour arriver sur la bouée, et puis après il faut préparer la manœuvre. Donc tout ça fait que franchement, il n'y a pas de quoi se moquer quand on fait ce genre d'erreur, on le fait tous. Certainement pas. Voilà, et donc là ils affalent le spi, ils contournent la bouée, et puis vous le voyez, ils vont au vent de travers vers Concarneau. Alors Gwenaëlle, vous avez réussi à avancer dans la poursuite de ce parcours et vous êtes à proximité toujours de Cap Saint-Barth, si je dis pas de bêtises. Gwenaëlle. Oui, il file vite Cap Saint-Barth puisqu'ils ont déjà passé la marque de l'IUN. Là, c'est la seconde marque devant le sémaphore de Begmail et ils l'ont passé en tête avec DMG Maury en seconde position et que je vérifie avant de vous le dire. Donc, ce sont les étoiles filantes en troisième position. Donc voilà, on a vu que tout le monde avait affalé ses spies et là ils sont en train de remonter de l'IUN jusqu'à la baie de Concarneau pour la suite de ce parcours côtier.
Et on a même un joli petit rayon de soleil, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez sur les images, mais là ça bouchonne quelque peu quand même au passage de l'IUN. Et Cap Saint-Barth, non, ils ont filé, hein, on les voit plus en tout cas dans le champ de vision. Plus vite que vous, Gwenaëlle, va falloir mettre le turbo. Non, je dis ça évidemment pour blaguer, restez aux vitesses autorisées. Alors effectivement, les étoiles filantes, en tout cas, ça c'est un duo aussi qui va être intéressant à suivre, Romain, Quentin Vlaminck et puis Audrey Augereau. Audrey qui a un sacré parcours nautique aussi. Hein, ouais, moi je l'ai découverte en multi 50 avec Erwan Leroux. C'est pas fréquent les navigatrices qui font de l'Ocean 50. Oui, c'est vrai, elles y arrivent aussi. Elles sont pas nombreuses. Hein. Je crois qu'elle, je la connais pas bien, mais je sais qu'elle navigue très très bien. Et la bouée Linuen, là, oui, c'est presque la marque la plus connue quand on est à Port-la-Forêt, parce qu'elle sert de marque d'entraînement tout le temps. Elle est devant le sémaphore de Begmail. Il y a eu il y a beaucoup de traces de peinture, je pense, sur cette bouée, parce que des fois ça frotte un peu. Et après, il faut retraverser toute la baie pour aller à Concarneau. Les étoiles filantes avec aussi donc Quentin Vlaminck qui a grandi dans le sud-ouest, qui lui aussi a un parcours en Ocean 50, qui s'était fait remarquer sur la route du Rhum en 2022 et puis vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2023. Voilà, on peut dire que ça fait partie des duos favoris. Oui, carrément. Ils connaissent, ils sont très forts et puis oui, comme tu disais, ils connaissent très bien le multi 50, c'est-à-dire d'autres séries de bateaux. Je crois que c'est le disciple de Lalou Rouquayrol. Tout à fait. Donc voilà, il a été à très bonne école. Lalou Rouquayrol qui a fait un grand marin, un ancien marin qui a fait beaucoup de multi, que ce soit en Norma ou en multi 50 après, et je pense qu'il a été à bonne école. Il a appris beaucoup de choses avec lui. Ça, c'est ce qui se passe dans le sud-ouest. Ouais, dans le Médoc. Dans le Médoc. Ouais. C'est étonnant, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais en tout cas, ces marins qui n'hésitent pas à passer d'une classe à l'autre, en tout cas pour venir souvent transmettre, c'est ça qui est aussi important sur cette transat en double, c'est qu'on voit des marins qui reviennent pour initier les plus jeunes, et ça aussi, ça fait partie de l'histoire de la transat. Ouais, souvent en Figaro, c'est vrai que le moyen d'âge est plus jeune que sur les IMOCA notamment, et donc il y a beaucoup de jeunes skippers qui prennent des vieux briscards, des vieux brises comme on les appelle, pour apprendre, surtout sur les transats. Et donc c'est comme ça qu'on a quelques marins expérimentés qui viennent naviguer avec eux, et puis c'est toujours un plaisir de revenir. Encore une fois, cette course-là, elle est incroyable, et moi, si on me propose de venir faire la course, je dis oui tout de suite. Même si c'est en Figaro 3 ? Oui, mais c'est une transat, c'est plus mon mon niveau qu'une solitaire. Mais oui, par contre, je prendrais un bon ciré. Ouais, vaut mieux prendre un bon ciré. On a évoqué tout à l'heure des conditions météo qui pourraient être propices au record, c'est ce que nous disait hier Francis Le Goff, donc record actuellement de 18 jours et 5 heures toujours détenu donc depuis 2 éditions, donc et qui sera peut-être battu. Et puis ces conditions météo, Adrien Simon sur Faune nous en a parlé ce matin, ces conditions météo qui pourraient être favorables. On écoute Adrien Simon. Des super conditions météo pour partir, un petit parcours côtier à Concarneau pour faire le spectacle et pour montrer un peu ce qu'on fait à tous les gens de la ville de Concarneau, donc ça va vraiment être chouette. Et puis après un début de golfe de Gascogne un peu musclé et des conditions sympathiques qui vont s'améliorer très rapidement. Ça va s'améliorer très rapidement, Adrien Simon qui est donc avec Chloé Lebars. Forcément, quand on part dans ces conditions-là, moralement, c'est plus simple que quand on sait qu'on va se prendre une grosse cartouche dès le départ, ou qu'au contraire, parce que ça, on s'imagine pas, mais quand il n'y a pas de vent, c'est quelque part ce qu'il y a de pire. Ouais, ça change tout, les conditions météo. Le stress d'avant-départ va aussi beaucoup en fonction des conditions météo. Quand on part avec une énorme dépression qui arrive, bien sûr, on est beaucoup moins serein que quand les conditions sont stables. Et puis pareil, effectivement, quand on part dans pas de vent, alors c'est plus confortable, mais par contre, stratégiquement, c'est très difficile. Donc là, c'est parfait. Effectivement, les conditions sont bonnes. Ça va pas être simple quand même, parce qu'il y a du vent. Il y a un bon front à passer cette nuit. Pas hyper actif, mais c'est quand même un front.
et puis ensuite une traversée au Retching jusqu'au Cap Finistère. Et au Cap Finistère, ça va mollir, puisqu'il y a la fameuse dorsale, vous savez, il y a l'anticyclone des Açores, et puis il se déforme un peu comme un ballon de rugby, et cette protubérance qui vient vers le Cap Finistère, au milieu, il n'y a pas beaucoup de vent, elle vient lécher la pointe du Cap Finistère, donc il va sûrement falloir passer très près de la côte pour essayer de l'éviter au maximum, et là, ça va bien mollir. De s'en sortir le mieux possible. Mais au portant, par contre, ça c'est bien. Mais au portant. On ne l'a pas mentionné, mais vous avez fini donc vous avez fait un podium, Romain, sur cette transat AG2R. Oui, en 2003, avec Nicolas Béranger. C'était ma première transat en course et on avait fait 3e. Ouais, c'était un beau souvenir. On n'était pas prêts du tout et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et Alain Gauthier, en fait, Nico Béranger travaillait pour Alain Gauthier. Mais donc Alain nous avait donné quelques voiles, dont son SPI. On l'avait appelé le SPI 13 secondes parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, Alain Gauthier avait perdu, s'il m'entend, il va peut-être m'entendre. Une étape de la solitaire. Le général de la solitaire de 13 secondes face à Armel Lecléache. Et c'était incroyable cette arrivée. On était sur l'eau, on ne savait pas qui avait gagné. Et finalement, il y avait 13 secondes d'écart sur les 4 étapes. Le plus petit écart qu'il y ait jamais eu sur des courses à la voile. Et exactement. Et c'était ce SPI. Et donc avec Nico, on rigolait, on l'appelait le SPI 13 secondes et il nous a permis de faire 3e. Sachant que sur cette arrivée de transat en double donc quand on arrive à Saint-Barth, justement là aussi la configuration géographique de la baie à Saint-Barth fait que les vents sont très très changeants et on peut se retrouver aussi avec des écarts très très faibles entre les différents concurrents. Oui, jusqu'à la fin, c'est compliqué parce qu'on arrive au portant en général, au portant dans les alizés, il y a des grains à gérer parce qu'il y a pas mal de grains quand on arrive sur les Antilles. Et puis il faut rentrer dans le port de Gustavia. La ligne d'arrivée, elle est quasiment à l'entrée du port, quoi. On est quasiment dedans. Et là, ça mollit beaucoup parce qu'on est sous le vent de l'île. Et il faut tirer des bords dans du vent qui est très faible. Alors oui, si on est en contact, on prend encore un bon coup de chaud. Parce que si on est au contact avec un autre bateau, rien n'est joué du coup. Ça rebat un peu les cartes souvent. Charlie Dalin qui était donc présent hier sur le village de la Transat Paprec. Charlie Dalin, évidemment, on ne présente plus, vainqueur du dernier Vendée Globe. Il est à la maison quand il est à Concarneau. Disait hier que les concurrents qui sont au départ de la Transat Paprec sont sans doute les futurs vainqueurs du Vendée Globe, vainqueurs de demain. Ils sont là. Vous confirmez, Romain? Bien sûr, on le disait tout à l'heure, il y a un tel niveau sur la solitaire. Quand on gagne la solitaire ou quand on fait un bon résultat sur la solitaire ou sur la Transat Paprec, c'est pas par hasard, il y a jamais, on sait qu'on est un bon marin. Et donc, après, la suite logique, souvent, c'est le Vendée Globe. Tous les marins qui font de la course au large rêvent du Vendée Globe. C'est évident, tous les figaristes rêvent de faire le Vendée Globe un jour. C'est comme ça, c'est la plus grande course. Les montagnards veulent faire l'Everest, les marins veulent faire le Vendée Globe. Montagnards qui sont un certain nombre. On évoquait tout à l'heure Kevin Bloch qui vient de Grenoble. Ça continue. Vous en savez quelque chose. Les montagnards sont attirés par la mer et il y a des vraies similitudes. Vous en savez quelque chose vous-même? Bien sûr. Ma famille est des Hautes-Alpes, mais je participe au Trophée Mer-Montagne. Vous savez, on a cette compétition chaque année qui réunit des marins et des montagnards, créée par Éric Loiseau, et on est en binôme, un marin, un montagnard, on fait toutes sortes d'épreuves pendant 4 jours. C'est vraiment très dur. Alors il y a une ambiance incroyable, et c'est vrai qu'on se retrouve parce qu'on a beaucoup de points communs. On parlait tout à l'heure de l'aventure d'être en mer loin de tout, que c'est un peu pareil quand on est en montagne. Il y a plein de sports où quand on se blesse, quand on a un problème, on abandonne, on arrête. Des fois en mer, on se dit là faut que j'abandonne parce que ça le fait plus, mais on est toujours au même endroit. Et en mer c'est pareil, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous attraper et vous mettre dans un vestiaire. Donc ça nous lie beaucoup, je pense, d'être comme ça, essayer de faire en sorte que la nature veuille bien nous laisser passer. Et quand un marin et un montagnard se rencontrent sur un même bateau, forcément ça fait beaucoup de choses à raconter. Ouais, carrément. Et puis souvent ils s'entendent très bien. Beaucoup de souvenirs pour puis ils font de la voile et après ils font de la montagne aussi. Ça c'est bien, ça on partage. On partage. Avant de se quitter, je vous propose, Romain, de revoir le parcours qui attend donc les 38 navigateurs et navigatrices. Donc, on vient de le voir, le départ de Concarneau pour cette Transat Paprec, et c'est parti pour 18 à 20 jours de mer pour les premiers. Donc, direction dans un premier temps La Palma pour virer cette bouée virtuelle, et ensuite cap vers Saint-Barthélemy.
On les attend donc, si tout va bien, autour du, dans la première quinzaine du mois de mai. Ça va aller très très vite. Vous allez suivre ça, Romain? Ouais, bien sûr. Oui, là, ils vont, là, ça va être un peu humide les 24 heures, et puis ensuite passer Cap Finistère. Après, ça va commencer à aller mieux. On va pouvoir faire sécher les cirés, les chaussettes, et après, c'est parti pour du portant, des glissades interminables pendant plus de 15 jours sur l'Atlantique. Ça va être génial. Même quand vous êtes à terre, vous pouvez pas vous empêcher de suivre les courses? Évidemment, je regarde le classement. Oui, je regarde pas chaque pointage, mais oui, je suis ça. Évidemment, on suit tous. Et puis on fait aussi des analyses météo. C'est au-delà de la passion de suivre ces courses, aussi un entraînement pour nous, parce qu'on regarde un peu la stratégie, puis on fait de la météo, c'est pas mal. Et puis ça donne un peu quand même envie de retourner sur l'eau. Oui, exactement. On espère pour vous que ça sera très très rapidement en compétition. On va être à l'écoute pour savoir qui sera votre partenaire sur la Transat Café L'Or. Un grand merci à tous les techniciens, toutes les personnes donc qui nous ont permis d'assurer ce live. Merci à l'équipe Gwenaël Bron, Maxime Lahouppe qui nous ont donc permis d'être sur l'eau. Et puis c'est donc parti pour 18 à 20 jours de Transat Paprec. À très bientôt pour continuer à suivre la voile et la course au large sur France 3. Merci beaucoup, Romain. Merci à tous, bon vent et soyez prudents.